Alain, propos d'un Normand. La notion de force. La notion de force est comme un aimant pour ceux qui réfléchissent. Dès que, d'idée en idée, on se rapproche un peu de la force, soudainement on y tombe. Ainsi, Karl Marx, après avoir montré comment le capitalisme et le travailleur s'efforcent, l'un de payer la puissance de travail juste à son prix de revient, l'autre de vendre la puissance de travail aussi cher qu'il pourra. Cela revient à dire que la puissance de travail, c'est-à-dire la force et l'aptitude de l'ouvrier, est une marchandise comme une autre, et que le contrat de travail est comme un marché aux enchères, où l'on a le droit de ne pas vendre comme de ne pas acheter. Entre deux droits égaux, qui décide? La force. Voilà, après de belles analyses, où l'auteur surveille chacun des pas qu'il fait, voilà une espèce de chute soudaine. La force fascine, en quelque sorte, ceux qui y pensent. Ou plutôt, comme la force fait place nette et termine les discours sans cérémonie, ainsi la notion de force chasse l'analyse et occupe toute la place dès qu'elle entre dans le jeu. Toujours nous sommes ramenés à la force. Toujours c'est la force qui fonde le droit, qui supprime le droit, aux armes. Telle est l'invocation finale, dans laquelle vont se jeter, comme dans une mer, les discours socialistes, les discours monarchistes, les discours opportunistes. C'est un tumulte et comme un tourbillon d'idées qui engloutit les flottes ennemies. On en vient toujours à cette conclusion étourdissante. Tous les scrupules se noient dans ces eaux troubles. Puisque toute discussion sur les droits nous conduit là, à quoi bon penser? Il fallait frapper, il faut frapper. Et, bien mieux, si l'on veut frapper de bon cœur, il vaut mieux ne pas trop penser. Il faut résister à cet entraînement. La force n'est pas une notion simple. Il y a force et force. Un malfaiteur emploie la force afin de satisfaire ses besoins. Un ouvrier emploie la force afin d'assurer le succès d'une grève. C'est déjà tout à fait autre chose. La force n'est plus ici un moyen de satisfaire les besoins. L'ouvrier ne songe pas du tout à vivre aux dépens d'autrui sans travailler. Il veut seulement imposer un contrat de travail qu'il croit plus juste qu'un autre. La violence a ici pour fin la paix et la justice à la fois, une paix juste. Quand le travailleur dit que c'est la force qui décide de tout, il ne l'entend pas au sens où le malfaiteur l'entend. Quand un agent de police emploie la force, il s'agit encore d'un autre genre de force, car il n'y a plus alors deux adversaires en présence, le public d'un côté et l'agent de l'autre. L'agent représente la force publique et exprime seulement, par ses actes, que chaque citoyen doit avoir égard aux autres et composer ses droits avec ceux des autres de façon à assurer un équilibre. Aussi l'agent est-il appelé avec raison gardien de la paix. Voilà des forces qui diffèrent de nature, quoiqu'elles aient le même nom. Aussi, quand on dit que la force crée le droit, on dit quelque chose de très obscur. La force publique crée les relations de droit entre les individus, mais non pas au sens où le travailleur soutient son droit par la violence. Et si l'on voulait soutenir que le malfaiteur a une espèce de droit de guerre sur ce qu'il a conquis, on prendrait les mêmes mots dans un autre sens encore. Et on peut dire aussi que la pensée dissout la force et triomphe de la force en un sens, par cela seul qu'elle l'analyse. 16 janvier 1911.